Aujourd'hui, je reçois Juliette qui est Data Analytics Team Lead chez Penny Lane, la licorne qui propose une solution de gestion des finances et de comptabilité. Ils ont levé 148 millions d'euros depuis leur création et donc ont atteint ce statut de licorne. Ce qu'on appelle licorne, c'est les startups qui ont dépassé le milliard d'euros de valorisation. Aujourd'hui, on va parler de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir monter une équipe Data Analytics. Hello Juliette, ça va? Ça va super et toi? Super, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Grosse news, DataGen a lancé un bootcamp en Analytics Engineering en collaboration avec DataBird. Le besoin en Analytics Engineering a explosé. J'observe cette tendance au quotidien dans mes échanges avec les leaders data. On a décidé avec DataBird d'unir nos forces pour créer le premier bootcamp spécialisé sur le sujet. Le bootcamp est à destination de profils déjà data analyst ou scientist, sera à temps partiel pendant 6 semaines et finançable via CPF. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, deux options. Je vous mets le lien pour découvrir le programme détaillé en description. Sinon, vous pouvez écouter l'épisode 151 qu'on a enregistré avec le cofondateur de DataBird, dans lequel on explique plus en détail la tendance de l'analytics engineering et le programme du bootcamp. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Penny Lane pour commencer, s'il te plaît, car je l'ai introduit de manière très succincte. Penny Lane, c'est une boîte qui a maintenant 5 ans, donc on a fêté le 5e anniversaire il y a 2 semaines. C'est une plateforme B2B qui va permettre de réunir la gestion financière et comptable des entreprises et de leurs experts comptables. Et du coup, concrètement, ce qu'on va faire, c'est aider les comptables à maximiser leur efficacité. On va leur fournir leurs outils de production comptable à un seul et même endroit. On va permettre d'automatiser leurs tâches plutôt chronophages et on va aussi permettre la collaboration avec leurs clients. Ça, c'est côté comptable et côté dirigeant d'entreprise. Eux, on va leur permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire de l'état de leurs finances, notamment en leur aidant à créer, payer leurs factures, avoir une vision d'ensemble de leur compte bancaire. On fournit aussi un compte bancaire d'ailleurs. Et aussi de pouvoir piloter leurs finances dans le temps. Et du coup, concrètement, tout ça, ça va être connecté, automatisé. Et du coup, on va permettre aux 2 parties de gagner beaucoup de temps, de réduire au maximum les erreurs, et surtout d'éviter de jongler entre plusieurs outils, parce que c'est vraiment un outil tout en un. Et c'est vraiment la proposition de valeur de Penny Lane. Et du coup, aujourd'hui, on équipe 300 000 entreprises, c'est 10 du marché français, 3 000 cabinets comptables et on est maintenant 600 et on vise d'être, à peu près 800 d'ici la fin de l'année. Pour une équipe data de combien de personnes? Alors, équipe data globale, on est à peu près 30 aujourd'hui et équipe analytics, on est une dizaine. Ah, ça commence à être une belle team, hein. Ouais. OK. Comment tu t'es retrouvé, toi, data analytics team lead chez Penny Lane? Moi, j'ai une formation école de commerce. J'ai pas un profil particulièrement data à la base, mais j'avais surtout envie de répondre de manière autonome à mes propres questions. J'ai fait un stage en growth où j'ai été hyper frustrée, de devoir, faire toutes mes petites analyses en faisant des gros extraits d'Excel, devoir tout remanipuler, à la main. C'était hyper énervant. Du coup, c'est comme ça que j'ai appris à faire du SQL et que, je suis arrivée dans cette, voie-là. J'ai bossé un peu dans l'e-commerce, puis je suis arrivée chez Penny Lane il y a presque 3 ans maintenant. On était déjà 250 et la boîte était, très tech product. C'est à peu près 50 des effectifs encore aujourd'hui. Je suis arrivée en tant qu'individuel contributeur et mon rôle, c'était surtout de commencer à mettre les mains dans un territoire qui a pas trop été exploré jusque-là, qui était l'acquisition client, cabinet comptable et dirigeant d'entreprise. Et du coup, mon rôle, c'était, d'abord de set up un peu tout notre reporting et de comprendre un peu toute la machine d'acquisition de Penny Lane. J'ai commencé à mettre un peu les mains dans, comment fonctionnaient nos différents canaux d'acquisition et comment les optimiser. C'était ces premières analyses avec le fait que la boîte a beaucoup grossi, et que du coup, assez naturellement, les équipes métiers, business, product avaient de plus en plus de besoins analytiques, qui a fait qu'en fait, on avait besoin de recruter pas mal de monde à ce moment-là. On est passé de 3 personnes dans l'équipe analytics il y a 1 an et demi à maintenant une dizaine. J'ai monté en partie cette équipe, mais on est 2 managers aujourd'hui avec Amine, qui gère, une autre partie de l'équipe analytics. Alors, si on revient au challenge qu'on a évoqué en intro, c'est un peu ce passage, comme tu dis, de 3 personnes côté analytics à 10 aujourd'hui, donc le lancement de l'équipe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte autour du lancement de cette équipe? Tu as déjà commencé un peu à nous donner quelques infos. Ça peut être intéressant que tu nous en dises un peu plus avant qu'on voit comment ça s'est passé par la suite.
Moi, quand je suis arrivée dans l'équipe, data, faut se dire qu'il y avait déjà une super base créée par, Thomas Cassou, qui est notre head of data et du coup, qui avait déjà créé avec, les premières personnes qui sont arrivées en même temps que lui, une, infrastructure, tech, hyper solide. On avait déjà, toutes nos données centralisées dans le data warehouse qui est Redshift. On avait déjà des super outils, hyper efficaces. Donc disons que la plomberie a été déjà, là et fonctionnait déjà très bien. L'équipe data aussi était déjà, très bien structurée. Donc en gros, l'équipe data aujourd'hui, c'est une équipe centralisée qui va être composée de 3 sous-équipes, qui vont être l'équipe, data eng, qui va être responsable, du coup de créer et acheminer et centraliser toutes nos données. On va avoir l'équipe, ML, qui va être responsable de la création de toutes nos solutions intelligentes, donc tout ce qui est en lien avec GenAI et cetera. Puis notre équipe Analytics, qui elle va être responsable plus de l'analyse de toute la donnée, qu'on va aller collecter. Et du coup, moi je suis arrivée dans ce contexte-là et il y a 3 ans, Penny en général était encore très, très focus, sur le développement, du produit et du coup, bah, l'équipe Analytics aussi. Nous, en tant qu'analystes, au début, on était surtout, focalisés sur créer, des modèles de données qui puissent être exploitables par les autres équipes pour faciliter leur propre analyse et en fait, on a shifté vers un modèle plus de partenaire stratégique il y a environ 1 an et demi avec l'évolution des besoins, des différentes équipes. On est passé d'un mode plus, hyper focus sur le développement de produits vers, un mode plus d'optimisation, des process, de la prise de décision et du produit pour aller vers plus une voie d'amélioration du produit, plus que juste de la construction, quoi. Et donc, c'est vraiment dans cet environnement-là qu'on a décidé, de faire grossir, cette équipe et qu'on a commencé à recruter plus de monde pour aller travailler pas que avec les équipes product, mais aussi avec toutes les différentes équipes, de chez Penny Lane. Aujourd'hui, on a des personnes côté sales, marketing, finance, product et donc voilà, on a un peu du monde, partout, ce qui n'était pas forcément le cas, avant. Ça va être intéressant de rentrer un peu plus dans ces sujets. Ça fait bien le lien avec ma question suivante, hein, qui est un peu comment vous vous y êtes pris, quels ont été les gros chantiers? Je sais que le premier dont tu voulais me parler justement, c'était l'angle recrutement. Effectivement, il y a eu un gros enjeu recrutement, du coup, parce qu'il y a 1 an et demi, on s'est dit: «OK, là, il faut vraiment qu'on fasse grossir l'équipe», vu que Penny était vraiment en train de scaler hyper rapidement. On a eu un peu un double enjeu, bah, évidemment de recruter des gens, mais aussi de définir notre hiring plan pour 2025, pour avoir une idée de où on voulait finir en termes de recrutement et aussi de définir où il y avait des vrais besoins, à travers l'entreprise, sachant que du coup, jusque-là, beaucoup des équipes que j'ai mentionnées n'avaient pas forcément encore l'habitude de bosser avec, des analystes. On a eu, un peu ce double projet qui a débuté, il y a 1 an et demi. On a créé, le hiring plan, notamment en commençant à beaucoup discuter avec les business et product leaders pour comprendre leurs besoins et structurer avec eux le scope d'un nouvel analyste, les missions sur lesquelles ils travailleraient et avoir une idée un peu de ce qui serait attendu, finalement, d'une personne qui arrive, dans leur équipe pour bosser sur des sujets analytics. Et du coup, c'est ça qui nous a permis de définir notre plan de budget pour 2025 et aussi de pouvoir anticiper à chaque fois, où les personnes qu'on allait recruter allaient aller. Ce qui n'était pas du tout, possible il y a 1 an et demi. Et en parallèle de ça, du coup, on avait aussi les sujets, bah, de définir quel type de profil on voulait recruter et recruter en continu. J'y reviendrai, mais on a accueilli à peu près, 1 personne tous les 2 mois, depuis 1 an et demi, donc c'était quand même pas mal. Et du coup, les personnes qu'on cherche encore à recruter, c'est surtout, des problem solvers plus que des personnes qui ont une vraie expertise technique, finalement. Donc on va vraiment chercher des personnes qui, vont avoir une bonne capacité d'analyse, donc ils vont savoir décomposer un problème, qui est assez gros comme pourquoi est-ce que notre taux de churn a augmenté dans les derniers mois, par exemple. Et aussi avoir une vraie, compréhension business. Donc en fait, quand on parle d'un problème, comme, le taux de churn, bon, bah, comment est-ce que ça se rattache à, notre revenu général et aussi, à qui est-ce que ça s'applique? Il faut garder en tête que nous, chez Penny, on a 2 typologies de clients, donc il y a pas mal de complexité avec toutes ces questions, de métriques, et cetera. Quelque chose qu'on va pas mal regarder aussi, c'est la manière de communiquer. Donc pas, juste faire plein d'analyses, mais vraiment avoir une volonté, une capacité d'aller influencer les décisions des personnes avec qui on va travailler et donc pas juste, être une fonction support, mais plus aller, fournir des recommandations à partir des analyses qu'on a faites. Et donc c'est des profils qui sont très business et donc curieux
que tu nous dises, comment ils collaborent peut-être avec, les profils techniques. C'est-à-dire, où se passe le ballon? Donc tu as vraiment l'équipe plutôt, engineering qui crée les modèles, qui s'occupe justement de DBT. Si on reprend un peu les notions dont on parle dans sur le podcast, par exemple de l'architecture médaillon, c'est eux qui préparent la donnée préparée dans le data warehouse. Et ton équipe, c'est des profils plus business qui, bien entendu, je pense, sont hyper autonomes en SQL, mais en revanche, récupèrent la donnée préparée, passent plus de temps à se concentrer sur la compréhension du problème, l'accompagnement des stakeholders, le fait d'être finalement beaucoup plus proche des opérations et du business, quoi. Effectivement, les analystes, aujourd'hui, vont passer plus de temps sur le terrain à essayer de comprendre les problèmes, identifier comment les résoudre, disons. Mais forcément, il y a une vraie dimension technique aussi parce qu'aujourd'hui, on a quand même des gros besoins de créer des tables, et pour aller, analyser, par exemple, le développement d'une nouvelle feature. Ce qu'on essaie de construire aujourd'hui, c'est des binômes entre, les data eng et les analystes sur certains scopes, par exemple le marketing, où il y a un vrai besoin, certes, d'analytics, mais aussi un vrai besoin d'aller créer les pipelines qui vont permettre d'acheminer toute la donnée et aussi, de l'améliorer, de l'optimiser sur de la data qui est souvent très complexe. Je dirais que ça fait à peu près 6 mois qu'on commence à bosser de cette manière-là. Oui, donc en fait, il a pas besoin de maîtriser, d'être capable de faire seul, mais ils sont extrêmement contributeurs sur la création d'étapes parce que c'est eux, finalement, les clients internes, Ouais, de cette data, quoi. c'est clair. Après, les analystes, ils sont quand même hyper autonomes en DBT. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'éviter au maximum de créer des goulots d'étranglement et de faire en sorte que, en fait, les analystes, dès lors que, il y a des besoins qui sont «simples» entre guillemets, soient capables de les faire, totalement par eux-mêmes, quoi. Je propose qu'on passe sur le deuxième chantier dont on avait parlé quand on s'est appelé. Tu m'avais dit que c'était, justement le modèle d'organisation qu'on a déjà abordé un petit peu, mais on peut rentrer, un peu plus dans le détail, du sujet. Il a fallu aussi organiser, toute, cette équipe qui était, en fait, très nouvelle et qui a grossi assez rapidement. Et du coup, on a décidé d'aller vers un modèle hybride. Donc l'idée, c'était surtout, d'essayer d'avoir un peu le meilleur des 2 mondes, entre un modèle, centralisé et décentralisé. On est une équipe, analytics qui est centralisée dans la mesure où le management va être, centralisé. Et donc ça veut dire que on va essayer d'avoir, des standards, de qualité communs à travers l'équipe en termes de recrutement, en termes de career path et en termes de, best practice, pour tout ce qui est, notamment technique, de comment est-ce qu'on va, faire en sorte de garder un bon niveau de qualité dans le data warehouse notamment. L'idée aussi d'avoir cette équipe plus centralisée, c'est de faire en sorte d'avoir pas mal de partage de connaissances au sein de l'équipe. Donc ça, on se voit quand même hyper régulièrement dans l'équipe pour se raconter ce sur quoi on est en train de travailler, présenter, des méthodes de travail qu'on puisse avoir. Donc vraiment, l'idée étant qu'il y ait un maximum d'apprentissage au sein de l'équipe. L'importance d'avoir cette équipe centralisée, c'est aussi pour identifier des synergies et les liens entre les différents analystes dans l'équipe. Faut se dire quand même que Penny étant une plateforme tout en un, évidemment, tous les différents scopes sur lesquels travaillent les analystes, finalement, sont hyper liés. On essaye de maintenir justement ce lien en maintenant cette équipe et maintenant, beaucoup de communication pour, en fait, identifier les overlaps entre nos différents scopes. Ça, c'est pour éviter les doublons, par exemple, dans des analyses ou même plutôt couche un peu plus basse, par exemple, dans les modèles, s'assurer que vous êtes pas en train de recréer, des solutions, qui seraient en doublon, par exemple, dans le warehouse? Les 2, parce que déjà, c'est pour, en fait, comprendre, quel est le lien entre son équipe. Par exemple, Adèle travaille sur les sujets marketing. Bon, bah, forcément, ça va avoir un lien hyper, direct avec ce qui se passe côté sales. L'idée, c'est que quand, Adèle, par exemple, va travailler sur les objectifs, de l'équipe marketing, que, c'est un lien très direct avec ce que fait Stéphanie sur les sujets sales et que les 2 puissent communiquer pour contribuer à créer une base commune finalement, d'analyse. Ah, donc ça va plus loin que les doublons, ça peut aussi être même finalement dans un réalignement stratégique, parce que peut-être que le marketing est pas au courant que les sales, travaillent sur un sujet connexe, sur lesquels soit ils pourraient s'aligner, soit s'entraider ou soit ne pas se marcher dessus, enfin j'en sais rien, des choses comme ça, quoi. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, dans ce métier, c'est surtout, visualiser tout le terrain de jeu qu'on peut avoir et identifier les dépendances, en fait, qui existent entre chacun des scopes. Sur les sujets sales, ça va vachement dépendre de tout ce qui se passe en termes de génération de leads côté marketing. Si on considère pas les 2 bouts du morceau, forcément, en fait, on n'a pas la big picture, quoi. Tu parlais aussi des data models. C'est sûr que c'est un de nos gros challenges, effectivement, de faire en sorte
de pas recréer des silos et d'éviter du chevauchement de modèles et cetera. Parce que comme je disais, les analystes, ils sont quand même responsables d'avoir maintenir un data warehouse qui est clean et donc ça veut dire qu'ils mettent quand même beaucoup les mains dans DBT, dans les data models et cetera. Donc faut faire hyper attention aussi à éviter de créer plein de définitions et de modèles différents, quoi. Et donc là, on a bien abordé la partie centralisée du modèle hybride et après il y a aussi la partie justement plutôt décentralisée du modèle hybride, je pense, vers laquelle tu allais aller. Ouais, sur la partie, décentralisée, ce que ça veut dire, c'est que, chacune des personnes de l'équipe, va vraiment travailler au sein, d'une équipe business ou product et ce que ça veut dire aussi, c'est que du coup, ils vont avoir un ou 2 stakeholders, «privilégiés» entre guillemets, qui peut être par exemple, le head of, finance, avec qui il va définir, quelles sont, les grosses priorités, les gros sujets sur lesquels on va devoir travailler dans les prochains mois et donc c'est cette relation qui va permettre en fait de prioriser et de bien scoper les différents sujets sur lesquels on va travailler. Et donc l'idée de ça, c'est surtout de faire en sorte que dans un business où, il y a quand même beaucoup de complexité, bah, que les personnes dans l'équipe soient très proches du terrain, comprennent le contexte et puissent in fine être assez proactifs et aussi qu'ils aillent vraiment dans la même direction, que l'équipe avec laquelle ils travaillent et qu'ils aillent vers les mêmes objectifs finalement. Et ça rejoint aussi ce que tu as évoqué sur la partie recrutement au départ, c'est-à-dire quand vous allez voir les équipes et que vous réfléchissez à leur stratégie et que vous adaptez aussi votre plan de recrutement, c'est à ce moment-là aussi que vous actez, entre guillemets, tiens, pour l'année, il va y avoir 1 ou 3 analystes dédiés au département marketing, quoi. C'est quelque chose qui se fait une fois par an. C'est pas au fur et à mesure des projets ou à chaque projet du backlog que ça se négocie. Parce que je sais que ça, c'est ce qui peut aussi être un problème parfois dans les modèles centralisés pour les stakeholders, c'est qu'ils ont envie d'avoir vraiment des personnes dédiées justement en interlocuteur et souvent, c'est ce modèle hybride qui permet d'y répondre, quoi. C'est on reste centralisé, mais vous avez des ressources dédiées, quoi. En fait, on a commencé par ce modèle centralisé où effectivement on prenait un peu, les demandes dans tous les sens et en fait, au fur et à mesure que la boîte grossit, ça devient impossible parce que de fait, il y a des silos qui se créent, mais qui sont pas forcément des choses négatives. C'est juste que chacune des équipes a sa spécificité, a ses objectifs qui évidemment contribuent aux objectifs globaux de la boîte, mais qui ont leur manière assez différenciante de les aborder et du coup, si tu as des analystes qui sont pas au sein des équipes, assez rapidement, tu perds vachement, de compréhension de ce qui se passe, aussi bien, opérationnellement que comment fonctionne le produit, que aussi ce qui se passe dans la data sous-jacente. Il y a tellement de choses qui se passent, en fait, que si tu as une relation proche, finalement, avec tes stakeholders, à qui tu peux poser tes questions et cetera, tu peux potentiellement vraiment partir dans une très mauvaise direction, quoi. Très clair pour, ce deuxième chantier. Donc, le 1er, si je synthétise, c'était plutôt l'angle, recrutement, faire scaler l'équipe et le second qu'on vient d'aborder, donc, l'organisation avec le shift, un peu, d'une orga, plutôt, réactive, comme on dit souvent, à une orga un peu plus proactive, plus, partenaire, stratégique comme tu le disais. Donc maintenant, si on fait un petit pas en arrière, quelles ont été, tu dirais, les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'équipe, dans le cadre de ce challenge? Le premier gros challenge, qu'on a eu, c'est, en fait, de faire grossir cette équipe assez rapidement. Il y avait à peu près une personne qui arrivait dans l'équipe, tous les 2 mois depuis 1 an et demi. Ça va continuer comme ça. Il y a un double enjeu avec ça. D'abord, le fait qu'évidemment, il faut qu'on onboard, des nouvelles personnes qui vont arriver, dans l'équipe, sur les sujets de data, mais aussi, de comment fonctionne, Penny Lane, le business model et cetera et après, il y a un second enjeu aussi de faire en sorte que les nouvelles personnes, en fait, soient bien intégrées au sein d'une équipe qui n'avait pas forcément jusque-là l'habitude de travailler, avec la data. Donc là, il y a un enjeu plus d'évangélisation, autour de, en fait, comment travailler avec des analystes, qu'est-ce qu'on peut apporter et cetera. Ce qu'on a fait, c'était surtout d'essayer de structurer, au mieux notre, onboarding. On essaie de passer beaucoup de temps avec, les personnes qui arrivent. On a un système de buddy, on a pas mal de docs et cetera. Donc vraiment faire en sorte surtout d'être hyper dispo pendant les premiers mois, que ce soit, les stakeholders, au sein des équipes, ou, nous, moi, les personnes dans l'équipe analytics et data en général. Et sur la partie plus évangélisation, ça revient à mon premier point sur le recrutement et le hiring plan. Là, on a passé surtout beaucoup de temps à essayer d'anticiper avec les stakeholders. Je reprends l'exemple de l'équipe finance avec qui on l'a fait, récemment, mais on essaye d'anticiper au maximum quelques semaines, voire mois à l'avance, comment en fait on va structurer cette relation de travail entre,
data et l'équipe finance, par exemple, en définissant bien, quelles vont être les premières missions de la personne qui va arriver sur ce scope pour qu'en fait, quand elle arrive, les choses soient prêtes à rouler, quoi. Et que ce soit pas fait dans la douleur, parce que ça peut être toujours un peu stressant quand quelqu'un arrive dans un environnement où tout n'est pas encore hyper cadré, quoi. Ouais, si tu l'envoies au casse-pipe, avec une équipe qui a à peine envie qu'il soit là, effectivement, et que c'est pas cadré, ça peut être un peu compliqué. Bon, après, si tu as des profils qui sont très seniors, ça peut peut-être quand même marcher, mais c'est pas très agréable, quoi. C'était une complexité, mais jusque-là, ça se passe quand même, Plutôt bien. plutôt très bien. Puis justement, ça permet aussi, de créer des process, au fur et à mesure. L'avantage d'avoir des personnes qui arrivent très fréquemment et rapidement, ça fait qu'on apprend aussi extrêmement vite et donc on essaie de rester, hyper flexible et à chaque onboarding, on essaie d'améliorer, un peu plus les choses. Du coup, là, je dirais qu'on est quand même assez rodé. Et le deuxième gros problème, je l'ai déjà évoqué, mais j'y reviens rapidement, c'est sur le fait d'éviter de recréer des silos via cette, organisation en partie décentralisée. J'avais pris l'exemple, du sales et du marketing. Bon, forcément, les personnes qui vont travailler sur, ce funnel, c'est un funnel d'acquisition qui est commun. Mais si, tu as 2 personnes qui vont adresser la partie du funnel de manière 100 autonome, ça peut mener à, des divergences au niveau des définitions, des modèles qui vont se chevaucher, des analyses, qui vont se recouper et cetera. Donc déjà, on va perdre un peu en efficacité, mais aussi on va potentiellement contribuer à créer pas mal de bazar dans le data warehouse et du coup, ça, c'est quelque chose auquel il faut qu'on soit hyper vigilant, sachant qu'en plus, il y a ce petit point dont je parlais où l'équipe a quand même pas mal évolué. Il y a 1 an et demi, on était beaucoup des fournisseurs de données. Là, on passe plus à un mode, partenaire stratégique, mais on a quand même un enjeu de, maintenir, la qualité, de la donnée qu'on va aller manipuler et du coup, la manière dont on va aborder ça, c'est, déjà en maintenant, ce cœur analytics, hyper fort, on va avoir pas mal de revues de code, au moins avec, 1 ou 2 autres personnes de l'équipe. On va avoir pas mal de séances de partage de connaissances où on va pouvoir présenter son travail, ce qui permet de faire le lien avec 2 personnes qui peuvent poser leurs questions et cetera et puis voilà, je pense que c'est un peu basique, mais c'est ça aussi qui fait que ça marche. C'est que, on maintient beaucoup la communication. OK, super clair. J'aimerais bien ensuite, que tu nous partages quelques derniers conseils, mais avant ça, je me dis qu'on n'a pas trop parlé en fait d'exemples, d'analyse pour que les gens se projettent aussi. Tu as parlé tout à l'heure d'une illustration sur la réduction, du churn par exemple, enfin que ça pouvait être un exemple, mais est-ce que tu peux nous parler d'une autre analyse peut-être, qui t'a marqué, sur laquelle vous avez travaillé et qui illustre un peu justement, cette approche, partenaire stratégique et analyse à forte valeur ajoutée? On a travaillé assez récemment justement sur une analyse avec l'équipe, sales, sur un sujet d'un problème qui avait été identifié, qui était qu'on observait une baisse, du taux de conversion pour un segment spécifique d'entreprise et du coup, la question a été posée, voilà, de manière, très high level. Pourquoi est-ce qu'il y a cette baisse? Et du coup, avant de rentrer dans le fond du sujet, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est d'avoir une méthode, de travail, on appelle ça le problem to solve et donc l'idée, c'est de passer beaucoup de temps au début pour comprendre ce qui se passe et scoper le problème. Donc ce que ça veut dire, c'est parler avec nos stakeholders, notamment, enfin là, en l'occurrence, les sales, pour comprendre, déjà, c'est quoi opérationnellement le funnel, en fait, qui va passer d'un lead à la conversion, concrètement. C'est quoi les particularités? Qu'est-ce que vous vous attendez en termes de réponse, à ce problème? C'est quoi vos hypothèses? Et quelles actions est-ce que vous allez prendre suite à ça? Donc par exemple, l'exercice d'avoir fait ça nous disait qu'en fait, eux, ils avaient 2 hypothèses. C'était que la qualité des leads du marketing était potentiellement en baisse ou alors, c'était un problème, de capacité des sales à traiter les leads. Et enfin, sur la partie plus action, en fait, ils réfléchissaient à plusieurs, choses qu'il faut faire. C'était soit recruter plus de sales ou alors, mieux prioriser les leads. Et donc à partir de tout ça, plus, un peu le boulot, d'aller comprendre, sur le terrain, concrètement, les étapes du funnel, comme je disais, ça nous fournissait une hyper bonne base de travail pour ensuite aller faire notre analyse. À partir de ça, on a pu comprendre, justement où est-ce qu'il y avait, du drop, dans le funnel et aller double-cliquer, sur les raisons concrètes qui menaient, à cette baisse, sur les derniers mois. Et ça nous a mené à comprendre, qu'en fait,
On avait une grosse hausse du nombre de leads qui étaient fournis par le marketing depuis quelques mois et que en fait, les équipes sales arrivaient pas forcément à suivre. Ce qui nous a mené à surtout vouloir prioriser les leads dans un premier temps, donc enrichir notre donnée pour pouvoir définir un score qui puisse ensuite nous permettre de prioriser les leads à plus haute valeur ajoutée. Donc ça, c'est un projet qui est en cours de construction avec Charles qui est data scientist dans l'équipe. Si on fait peut-être maintenant, un pas en arrière, sur toute cette aventure, on va dire ce challenge, que tu as mené, donc là, peut-être à un niveau plus personnel, toi, quels seraient le ou les, derniers conseils que tu partagerais, à quelqu'un qui est dans la même situation que toi, justement, il y a 1 an et demi, 2 ans, Mon premier conseil, c'est surtout de parler avec beaucoup de personnes, tout le temps, de manière formelle, informelle. C'était hyper important et je pense rassurant aussi de parler avec, des business leaders, des personnes dans les équipes product, un peu tout le monde pour comprendre déjà, ce qui se passait, à travers l'entreprise sur pas mal de scopes différents. Essayer de comprendre où il y avait des besoins. Parce que parfois, plein de personnes disaient: «OK, il nous faut absolument de la data», mais sans forcément savoir ce que ça voulait dire. Donc moi, essayer de comprendre quels étaient, les véritables besoins pour essayer d'un peu mieux, les structurer, les prioriser et cetera. Et ça permet aussi de prendre beaucoup de feedback. On a une équipe qui est en construction depuis, pas mal de mois là et du coup, évidemment, il y a plein de questions auxquelles il faut encore répondre, plein de choses à structurer, plein de relations à continuer, d'améliorer et donc parler avec les différentes personnes de plein d'équipes différentes, mais aussi, parler beaucoup avec les gens de son équipe, comprendre, comment eux ça va, les bloqueurs qu'ils peuvent avoir et cetera. Parce que, sans ça, on peut se retrouver à juste avoir, des situations où on ne sait pas ce qui se passe et donc on ne peut pas améliorer dans une phase où en fait les choses vont si vite. Et deuxième conseil, c'est de sortir la tête de l'eau. Je pense qu'on peut être assez rapidement la tête dans le guidon, surtout quand il y a pas mal de personnes dans l'équipe qui travaillent sur des sujets différents. On peut avoir tendance à juste, un peu, sauter d'endroit en endroit. Je suis assez visuelle comme personne, donc j'aime bien faire des schémas. Assez régulièrement, prendre un petit pas de recul et me faire des dessins pour, faire le lien entre, je sais pas, des différentes équipes, pour me rappeler, un peu les ordres de grandeur entre, les différents clients qu'on a chez Penny Lane, leur comportement, enfin dessiner, des funnels, en fait, juste remettre à plat certaines choses, qui sont, qui donne flow. qui deviennent un peu floues, ouais. En tout cas, c'est un truc qui fonctionne, bien pour moi. Voilà, c'est mon conseil, mes 2 Excellent. conseils. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data analytics ou l'équipe data plus globalement, chez Penny Lane? Cette équipe, elle va continuer de grossir. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai enjeu, en fait, de scaler un peu tout ce que je t'ai dit, notamment en termes de onboarding. Donc, scaler notre approche pour faire en sorte d'avoir un onboarding qui soit, commun à toutes les personnes, qui arrivent et scaler notre orga. Donc aujourd'hui, notre orga, elle fonctionne, parce qu'on reste une équipe, d'une dizaine de personnes. Mais d'ici, 1 an, a priori, avec une équipe qui aura pas mal grossi, il va falloir, se re-questionner un peu sur, comment est-ce qu'on évolue, sur, notre orga. Donc ça, c'est des questions qu'on commence à se poser. Sur un chantier qui est en cours, maintenant que, quand même on a une équipe qui s'est pas mal stabilisée, la majorité de l'équipe est maintenant là depuis, au moins 6 mois. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est surtout d'essayer de structurer, notre impact, structurer nos projets et donc ça passe notamment, par, essayer de définir des roadmaps avec, les stakeholders avec qui, travaillent les personnes dans l'équipe et donc l'exercice de roadmap, il est pas là pour être hyper figé, mais il est plus pour définir une direction, des objectifs, pour les analystes au sein de leur équipe et définir, quelles sont les grosses questions sur lesquelles on va vouloir travailler, les gros projets sur lesquels on va vouloir travailler pour ne pas les perdre de vue. Ça va être un exercice qu'on va faire sur les 3 ou 6 mois à venir. Évidemment, on essaie de rester flexible, il y a pas mal de run, qui va arriver de toute façon. Mais au moins, on se dit: «Bon, bah, on sera content avec notre collaboration dans 6 mois, si on a fait ces différents projets-là». Ça permet de un peu comme en product quoi, un peu mieux organiser notre temps et savoir quels sont nos objectifs et quand on sera satisfait du résultat. Bah, écoute Juliette, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs?
Moi, j'adore les podcasts. D'ailleurs, j'ai beaucoup écouté celui-ci. C'est pas pour te lancer des fleurs. C'est surtout que du coup, je préfère écouter les choses que les lire. Donc, il y a un autre podcast Analytics que j'aime beaucoup qui s'appelle l'Analytics Power Hour, qui est un podcast américain et australien. Et c'est un podcast qui a lieu tous les mois avec genre 3 4 personnes, dont des invités, et puis ils vont discuter de sujets data. Ça peut être au sujet de carrière en data, ou alors ça peut parler d'une méthodologie hyper spécifique. Bref, et puis du coup, ils sont assez marrants. Donc, je trouve que c'est pas mal pour apprendre des choses tout en, En se tapant une barre de temps en temps. ouais, en se tapant une barre de temps en temps. Voilà, c'est ça. C'est assez cool. Et enfin, qu'est-ce que tu aimes dans la data? C'est que on peut voir des trucs que les autres ne voient pas. Ce que je veux dire par là, c'est on peut avoir l'impression d'être un peu un détective, mais il y a un peu cette approche-là d'approcher un gros problème, de le découper et d'aller explorer et de tomber sur des choses que d'autres personnes ne pourront pas voir. Donc ça, je trouve ça assez cool. À chaque fois que ça arrive, il y a un petit shot de dopamine qui fait que c'est quand même hyper chouette. Et au-delà de ça, ce qui est vraiment cool, et je pense que c'est aujourd'hui ce que je préfère, c'est l'aspect transverse. Je parlais du fait que c'était hyper important de parler avec plein de monde à travers l'entreprise. Justement, ça permet de faire le lien entre plein de choses dans la boîte, et donc aussi de voir des choses parfois que les autres ne voient pas. Ça peut permettre de mettre le doigt sur des problèmes qui ne sont pas forcément identifiés, et puis aussi, en fait, de parler avec plein de personnes qui font plein de choses différentes. Donc, c'est toujours hyper intéressant, quoi. Bah écoute, Juliette, on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être venue partager ton expérience, ton challenge de ces dernières années dont on a parlé, monter l'équipe Data Analytics. Je demande à l'audience aussi, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez-nous un petit commentaire, YouTube, Spotify, peu importe. Profitez-en pour vous abonner. Venez nous faire un petit commentaire sur le post LinkedIn qu'on fera avec Juliette aussi pour diffuser cet épisode. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Juliette. Merci, salut. On a créé un dossier dans lequel on a listé les 100 ressources préférées des leaders et experts data invités sur le podcast. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs ressources préférées. On les a centralisées dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description.